Eh bien, écoutez, quelques brefs mots de conclusion, simplement pour vous décrire l'arc de la journée d'une autre manière, ou plutôt de le restituer pour vous dire comment on a fait. Euh, A posteriori, je peux le comprendre, je ne l'avais pas prévu entièrement comme ça au départ, et Simon non plus, qui a partagé ce travail de préparation avec moi, et parfois beaucoup plus que moi. Euh, nous sommes partis sur un acteur qui dit moi, je veux protéger ma vie privée. Donc, je veux agir sur un système qui est plus puissant que moi et dont les procédures de fonctionnement sont peut-être inéquitables ou qui peuvent me nuire éventuellement. Donc, Serge Abitboul a dit, eh bien, fabriquons un outil. Donc, un problème, une compétence, un savoir, une solution possible, des hypothèses pour savoir si ça peut marcher ou pas, et finalement, est-ce que ça se développera, ça ne se développera pas. Nous sommes dans un cadre classique d'identification d'un problème, mais qui est logé dans un mouvement d'expansion du système. Le système s'étend, la révolution numérique fait son chemin, les big data en sont un élément, et elles ont des bénéfices et elles ont des inconvénients. Les inconvénients émergent de plus en plus. Il y a une courbe d'inflexion de la relation à ces mondes, à ces plateformes, à ces usages plus ou moins extorqués, à ces asymétries, comme on l'a dit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait se mêlent dans tout ça des aspects politiques, tout à fait classiquement politiques, sociaux, économiques, éthiques, et quelle est la souveraineté de chacun en tant qu'usager dans cette situation. Et quand Bernard a évoqué l'activité des brokers, c'était absolument éloquent. On voit bien qu'il y a un marché totalement organisé, qui lui ne s'embarrasse pas de beaucoup de modèles épistémologiques. Il est performatif à l'état pur. Il fait, il produit et il ramasse. On suit derrière. Et si vous n'êtes pas content, on vous proposera éventuellement un autre service qui protégera peut-être un peu, etc. Donc on est là dans un monde qui réagit lui-même à ces dysfonctionnements potentiels et qui cherche des outils pour contrôler des usages, contrôler des dérives et peut-être rééquilibrer des relations d'échange extrêmement asymétriques. Et puis, quand on est arrivé au domaine de l'open data, c'était d'ailleurs intéressant, c'est une notation, ça n'est pas une conclusion systématique que je vous propose, ce sont des notations. Il se trouve que je crois que la France a été évoquée assez peu souvent comme à la pointe de l'innovation dans ces questions-là, mais sur l'open data, c'était un cas français. L'administration qui s'ouvrait avec ces pratiques, etc. Et on voyait bien là le problème de la définition même des données qui venaient au premier plan, données structurées, données non structurées, décomposées, recomposées. Donc on voyait émerger ce travail sur les données ou la construction des données. Un motif que les sociologues adorent. Les données, ce sont des objets construits. Ce ne sont pas de la matière brute absolue. Je pensais, quand j'ai vu les slides sur allons vers la débrutification ou la rebrutification des données, je pensais à Husserl, retour aux choses mêmes, comme un socle de vérité. On aurait accès directement à l'évidence de la chose même, débarrassé de toutes ces constructions, ces échafaudages, etc., etc. Évidemment, c'est une grande illusion et une des bonnes manières de rappeler qu'une illusion doit être entretenue, c'est qu'elle a un prix et que donc toute opération, qu'elle soit de ou de rebrutification ou de débrutification, si on peut employer ces mots assez singuliers, ce sont des opérations coûteuses dont il faut évaluer, évidemment, estimer les usages et éventuellement le manque d'usage, ce qui est apparu d'ailleurs dans la discussion. Mais enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voyait apparaître une boucle causale, c'est-à-dire quand des administrations doivent intégrer l'idée que leurs données seront accessibles, ça a des effets non pas simplement sur la matière
des données, mais ça a des effets sur l'organisation même de ces administrations et sur le type de travail qu'elles vont produire, puisqu'elles vont intégrer de plus en plus en amont même une partie des formatages et de l'ergonomie d'accès et de production de ces données. Donc, c'était un élément intéressant. Quand on a évoqué le travail des internautes et cette catégorie du travail, et finalement pour aller vers l'idée qu'il s'agit plutôt de tirer parti au maximum du consommateur pour lui vendre son asymétrie et en tirer des profits, on était là évidemment dans la relation concrète qu'est-ce qu'on fait au juste quand on est devant ces écrans, et quand on en bénéficie, mais qu'on fait aussi, en quelque sorte, on fait faire des économies à celui qui vous vend ses services, puisqu'on lui procure un certain nombre de biens informationnels qui sont gratuits d'une certaine manière, et dont lui va faire son bénéfice. L'argument étant toujours le même, c'est un argument, et en ce sens, Guillaume Tiffon a dit « je suis marxiste », l'argument marxiste est toujours le même, c'est de dire, d'une part, le travail doit être libéré d'un certain nombre de ses caractéristiques les plus entravantes et aliénantes, mais deuxièmement, il faut aussi ne pas oublier qu'un des mécanismes les plus puissants de l'aliénation, c'est d'appuyer sur la pédale de la consommation et de vendre des faux besoins aux gens. Ça, c'est l'argument symétrique classique qui fait couple avec le premier. Donc, l'hubris de l'économie de la consommation, c'était toujours, vous avez oublié, soit chez Marx, que la bonne vie, c'est celle du travail libéré, ou alors que la bonne vie, c'est l'éthique puritaine du travail sans crédit, comme dirait Weber ou comme dirait Daniel Bell et quelques autres. Donc, quand il y a du crédit, il y a une inflation de besoins, de désirs et de miroitement d'expressivité, etc., d'informations qu'on produit à partir de soi-même en se prolongeant par tous les outils et en acceptant les propositions du marché. Ce qui était différent dans l'après-midi, c'était la perspective à la fois géographique et historique, la généalogie. C'était important, je pense, de montrer que le marketing est un agent central de notre affaire. Le marketing, le monde de la gestion, le monde des affaires, ça n'est pas de l'économie, c'est de la science appliquée la plus directe qui sait ce que valent les données et ce que valent les usages des données, parce qu'il y a des marchés, il y a de l'influence à avoir directement sur les acteurs, il faut que les outils soient opérationnels. C'est l'occasion de rappeler qu'il y a un double mouvement dans ces mondes. Franck Cauchois l'a rappelé avec Jean-Sébastien Vert, pardon. Le mouvement, ça a été de consolider le savoir de ces sciences appliquées, comme le marketing, en les rendant plus quantifiées, plus solides scientifiquement ou, disons, mathématiquement. Oui, et en même temps, c'est à des fins d'application directe et industrielle. Il n'y a aucune espèce de doute là-dessus. Et donc, cette généalogie était, je pense, extrêmement importante parce qu'elle nous montre qu'une partie de nos problèmes ont une histoire. Et que les big data sont une version possible, transformée, modifiée, évidemment. L'histoire ne se répète jamais, heureusement, mais sont une version nouvelle de problèmes qui existent déjà, du moins quand on les ramène ou quand on les resitue dans un contexte de marché, d'efficience des marchés, de sollicitation des consommateurs et de tracking et de profilage des consommateurs. Quand on est allé du côté de la côte ouest américaine, l'un des endroits évidemment qui fait rêver tout le monde, c'est l'effet d'agglomération de l'énergie entrepreneuriale et des destins individuels. On voyait apparaître les acteurs qui essaient, qui échouent, qui recommencent, qui se fabriquent des niches, qui vendent éventuellement leurs activités et qui repartent et qui essaient de trouver, en quelque sorte, de tirer leur épingle du jeu. Il y a là évidemment
c'est la troisième pointe de cette affaire, c'est-à-dire, d'une part, il y a du savoir, deuxièmement, il y a du marché, et troisièmement, il y a de l'énergie entrepreneuriale. Il est évident que cette énergie entrepreneuriale, elle est directement connectée. Elle fait en partie bouger les frontières aujourd'hui entre la science fondamentale, la science appliquée. Et quand je vois se multiplier les chaires où sont associées des entreprises de publicité. Ici même a eu lieu une présentation d'une chaire à Dauphine, financée plutôt par Havas, et dans laquelle sont impliqués des mathématiciens de très haut vol, comme mon collègue au collège, Pierre-Louis Lyons, qui va contribuer à fabriquer des algorithmes extrêmement sophistiqués et à améliorer la puissance des outils. Chacun y trouve son compte d'une certaine manière, mais je veux dire qu'on fait bouger les frontières entre recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche industrielle, sur des constructions qui étaient assez habituelles dans d'autres univers et dans d'autres pays, et qui sont extrêmement courantes aux États-Unis. Google, le génie de Google, c'est de se relier de 1000 manières au monde académique, et donc lui de couper de supprimer les barrières entre ces murs et ces tentacules vers le savoir académique. Donc, quand David Pontil a évoqué avec Didier Torny, mais a évoqué les jeux d'évaluation sur données, nous étions là dans un univers aussi de communauté. Et quand on est dans un univers de communauté, évidemment, il y a une extrême sensibilité à la représentation de la valeur et à la production des indicateurs de valeur. Et les données sont non pas seulement des mesures de la qualité individuelle, mais des mesures qui peuvent agir sur les actes de travail, sur les chances de travail, sur les liens de travail, puisqu'il y a une efficacité propre de ces outils pour structurer des organisations, des carrières, des promotions, etc., etc. Donc là, l'outillage des données massives, évidemment, est à la fois, comme toujours, un gain et un risque. Le gain, c'est les décisions la parole d'autorité de quelqu'un qui dit « je vous assure qu'un tel est meilleur qu'un autre », on demande l'évidence. Donc, on va produire. Et chassons les rentes, chassons les arguments d'autorité, chassons les décisions arbitraires fondées sur le pouvoir des mandarins. Donc, il nous faut des preuves, il nous faut rendre compte. Et donc, l'outillage existe, mais l'outillage engendre lui-même ses propres dérives, ses propres modifications et sa propre compétition. Comme l'avait dit Bourdieu ici même dans sa dernière année de cours, la science vit de la compétition. C'est sa régulation. Et donc, les outils qu'on a vus apparaître étaient des outils de compétition, de mise en compétition des indicateurs avec l'innovation qui va avec. Et donc, l'univers des big data, c'est un univers de compétition. Et en ce sens-là, peut-être que ce qui changeait depuis le matin vers l'après-midi, c'est que le matin, on était dans l'univers des plateformes où il y a quelques gros acteurs monopolistiques qui contrôlent. Google le moteur de recherche de Google, c'est 90% des recherches. Donc, il est quasi monopolistique. Et donc, alors que dans l'univers des évaluations, des communautés, la compétition peut naître précisément de la situation de non-monopole. Et chacun, ou suffisamment d'invention, peut annuler ou réduire ou contester un monopole. Et les mouvements qui ont été rappelés le montraient bien. Et la dernière session a permis, en quelque sorte, de se poser à nous-mêmes,
vous n'êtes pas tous, mais nous autres qui sommes de ce côté-ci de l'estrade, nous sommes plutôt sociologues qu'autre chose, et il s'agissait de se demander, mais qu'est-ce que c'est que pour nous ces défis-là? Et là, de la réflexivité de Jean-Samuel Beuskar à l'interrogation englobante d'Étienne Ollion, et puis à l'effet évidemment de recadrage par typologie. Les typologies ont toujours une vertu de fixation de la discussion qui est assez spectaculaire. En même temps, après, il faut examiner tout ça en détail en se disant, bon, alors vous avez fait une typologie, mais comment est-ce qu'elle va... quelles sont les coutures de tout ce mouvement de Dominique Boulier. Donc, on avait là le problème de quels sont les défis qui nous sont adressés. Je suis d'accord pour dire ces objets posent des questions tout à fait nouvelles, ces pratiques, ces usages, ces masses, ces asymétries et ces autonomisations d'objets, ces décompositions et recompositions de morceaux d'information. L'individu est une matrice informationnelle, un objet devient une matrice informationnelle, donc il y a des phénomènes de commensurabilité. Ça nous pose des vraies questions nouvelles. Ensuite, le problème, c'est évidemment de savoir comment recalibrer tout ça et de dire, par exemple, la viralité. Est-ce que c'est une modalité spectaculairement nouvelle de ce que les sociologues ont beaucoup étudié sur les phénomènes de diffusion et de contagion, en y mettant, eux, pour le coup, des mécanismes de causalité. Les magnifiques recherches des années 60 là-dessus étaient un joli exemple. On nous propose, Dominique Boulier nous proposait de dire, mais si on enlève la causalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'un web hors sol, en quelque sorte, hors sol causal? Est-ce que nous sommes dans un univers où les phénomènes se combinent et se recombinent selon une épistémologie tardienne ou tardo-whiteheadienne, je pense, profondément, c'est-à-dire maximiser l'élément de processus pour diminuer l'élément de stabilité. Le mot-clé, quand on veut penser en termes de processus, c'est la variabilité. Mais nous-mêmes, nous vivons dans un monde où nous ne pouvons pas être sans arrêt en situation de variabilité. Il nous faut contrôler le sol, en quelque sorte. Nous ne sommes pas hors sol. Donc, voilà des défis intéressants, importants, je crois. Et c'était, au fond, un des motifs qui nous avait conduit à proposer cette journée, que de vérifier, d'une part, les problèmes dans des termes classiques, mais extraordinairement puissants et redoutables aujourd'hui, de crise de confiance dans ces plateformes, de menaces sur la vie privée, d'usage de contrôle à grande échelle, etc., etc. Les stratégies de marché qui sont très sophistiquées. Et ici, un article aussi extraordinaire que celui de Tirole et Rochet de 2003 sur les marchés bifaces disait déjà énormément de choses sur je profite de la gratuité, mais je vous donne quelque chose dont je ne sais pas exactement ce que vous allez faire. Et il suffit qu'un broker se mette derrière pour que vous ne sachiez plus du tout ce que c'est devenu et que ça soit converti et donc retransformé, etc. Donc, il y a des éléments d'ancrage dans des réflexions déjà qui ont au moins une décennie. Il y a une histoire beaucoup plus longue, mais qui a été rappelée, une généalogie. Mais il y a aussi une actualité effective et qui est elle-même destinée, je pense, à être assez longue, puisque les flux d'innovation sont considérables. Et le marché, avant qu'une bulle ne vienne lui donner un coup de semonce, le marché accompagne ce mouvement, mais il y a d'autres éléments qui, eux, vont de toute façon se développer de manière spectaculaire dans d'autres domaines, comme celui du travail. La grande question aujourd'hui, c'est quels sont les emplois qui vont être remplacés par des robots et quels emplois ne le seront pas. Et c'est aussi simple que ça. Et on fait une cotation des emplois en fonction de leur degré de proximité à la robotisation. Et robotisation ou algorithmisation, si vous voulez. Voilà un certain nombre de questions, je pense, qui ont pu émerger de notre journée. Et je vais
conclure sur ce point et vous remercier chaleureusement de votre attention patiente et remercier surtout tous les intervenants qui ont été brillants et précis et généreux dans leurs exposés, et remercier aussi la technique du collège qui nous a accompagnés avec une très grande efficacité aujourd'hui. Merci.